en évidence une masse médiastinale. Elle peut être très volumineuse, mais elle est rarement compressive, contrairement à d'autres types de lymphomes. Cette masse est définie comme volumineuse si le rapport médiastino-thoracique est supérieur à 0,35, mesure maximale de la masse tumérale en largeur sur diamètre thoracique en T5, T6. Pour toujours le diagnostic d'extension, on va faire la tomodensitométrie. L'atteinte ganglionnaire et médiastinale est évaluée précisément par une tomodensitométrie cervico-thoraco-abdominopelvienne. En plus des atteintes ganglionnaires, il faut rechercher des atteintes extraganglionnaires qui peuvent de contiguïté ou non. Plèvre, à savoir la plèvre, le poumon, le péricarde et les os. Le foie et la moelle osseuse peuvent être atteints et ne sont jamais retenus comme des atteintes de contiguïté. La mesure du volume de la masse tumérale est fondamentale car elle intervient dans la stratégie thérapeutique. L'atteinte osseuse peut être évaluée par la TDM, mais aussi par l'imagerie par résonance magnétique. Bien que la différence entre atteinte osseuse et atteinte ostéomédulaire soit difficile à faire. D'accord? Toujours du diagnostic d'extension, on va faire la tomodensitométrie à émission de positons au fluorodésoxyglucose, encore appelé PET, est devenu un examen incontournable dans les protocoles les plus récents. Il est couplé à la TDM et permet une meilleure localisation anatomique des territoires atteints. C'est un examen scintigraphique réalisé après l'injection d'un traceur faiblement radioactif, le 18F-fluorodésoxyglucose, dans le bras du patient par voie intraveineuse. Ce traceur est semblable au glucose. Il va fixer au niveau des tissus cancéreux pour émettre de façon temporaire des rayonnements que l'on peut suivre dans l'organisme du patient grâce à une caméra spéciale appelée une caméra TEP. Toujours en parlant de la tomodensitométrie à émission de positons, les cellules cancéreuses se multiplient très rapidement et consomment donc beaucoup de glucose. Mais la fixation de fluorodésoxyglucose est non spécifique et peut également être augmentée en cas d'infection ou en post-opératoire, par exemple. L'interprétation peut être difficile et une affaire de spécialistes. Le patient doit être à jeun et non perfusé avec du sérum glucosé pour ne pas fausser les résultats. Certains organes fixent naturellement de façon importante le fluorodésoxyglucose, à savoir le cerveau, le cœur, les glandes salivaires, la vessie. Ces organes sont donc mal explorés par la PET scan. Au diagnostic, la TEP fluorodésoxyglucose permet de mieux évaluer le stade clinique puisqu'elle va mettre en évidence toutes les cellules ayant un hypermétabolisme. Dans une série allemande, le PET scan a conduit à 20% de modification de stade par rapport à l'imagerie conventionnelle, que ce soit dans le sens d'une intensification thérapeutique ou d'une escalade. La TEP fluorodésoxyglucose est également indispensable pour évaluer la réponse précoce à la chimiothérapie et adapter la stratégie thérapeutique. Toujours en parlant du diagnostic d'extension, on va faire le bilan médulaire. La biopsie ostéomodulaire est actuellement nécessaire, sauf dans les stades 1A et 2A de la classification de Ann Arbor, stades dans lesquels le risque d'envahissement était considéré comme nul. Un envahissement médulaire peut également être mis en évidence si une lésion osseuse est visible en TEP fluorodésoxyglucose, couplée à l'IRM ou à la TDM. Et la réalisation systématique de la TEP fluorodésoxyglucose au diagnostic doit permettre la suppression de l'indication de la biopsie ostéomodulaire, quel que soit le stade.
le diagnostic d'extension, toujours, on peut faire d'autres examens, à savoir l'échographie abdominale, qui est un meilleur examen que la TDM pour déceler les nodules spléniques. Une échographie cardiaque est nécessaire dans le cadre du bilan préthérapeutique. L'IRM peut être réalisé pour rechercher des localisations osseuses, musculaires ou épidurales si l'examen clinique suspecte une telle atteinte. L'IRM est parfois supérieur en termes de qualité d'image par rapport au scan. L'IRM est actuellement une alternative, mais elle n'est pas un standard dans le bilan d'extension. Des IRM corps entiers sont à laisser dans certains centres, mais ne sont pas réalisés en routine. L'absence d'irradiation par rapport à la TDM va probablement faire évoluer des indications de cette technique d'imagerie dans le lymphome de Hodgkin. La laparotomie exploratrice est aujourd'hui abandonnée, ainsi que la lymphographie bipédieuse. En parlant toujours du diagnostic d'extension, en pratique, la confrontation soigneuse des différentes imageries, à savoir TDM, TEP, IRM et échographie, lors de la RCP, permet au mieux de définir les atteintes pathologiques. Au terme de cette évaluation, la classification d'Ann Arbor a conclu à cette classification. Tu peux projeter la classification. La classification d'Ann Arbor qui est là, selon stade 1, stade 2, stade 3 et stade 4. Diapo. Voilà la classification de Ann Arbor en schéma. On a une atteinte cervicale, des ganglions cervicales, atteinte des ganglions cervicales et médiastinales. 3. Stade, atteinte des ganglions lymphatiques, atteinte de la rate et atteinte de la rate. En stade 4, on a atteinte de la moelle osseuse, atteinte de la rate et atteinte du foie. C'est bon. Diapo. Pour toujours le diagnostic d'extension, on va parler du bilan préthérapeutique. Le bilan préthérapeutique identifie les comorbidités, évalue la faisabilité des différentes options de traitement et recherche des facteurs pronostiques. Ces éléments guideront ensuite la décision thérapeutique discutée dans le cadre d'une réunion de concertation pluridisciplinaire. Diapo. Pour le bilan préthérapeutique, la biologie, on va faire des examens systématiques, à savoir l'hémogramme pour documenter une anémie, une hyperleucocytose à nucléaire neutrophile, une lymphopénie, la VS, la CRP, LDH et albuminémie également, paramètres pronostiques des formes disséminées. Diapo. On va faire également le bilan hépatique, un immunogramme sanguin, la créatinémie, les sérologies hépatiques B, C et VIH. Examen à faire selon les cas, le TSH, si une irradiation cervicale est prévue. Test de grossesse chez les femmes en âge de procréer. Diapo. D'autres examens biologiques peuvent être demandés selon les besoins, en fonction de l'âge, de l'état clinique et des comorbidités du patient. Les marqueurs tumoraux, il n'y a pas de marqueurs tumoraux de lymphome de Hodgkin. Exploration fonctionnelle, évaluation de la fonction ventricule gauche par échographie ou scintigraphie avant un traitement par adriamycine également. Exploration fonctionnelle respiratoire, incluant une DLCO6 si une chimiothérapie avec bléomycine est envisagée à cause de